Bonjour, dans la capsule aujourd'hui, on commence l'étude du système immunitaire et on va débuter le tout avec une petite capsule sur l'anatomie du système lymphatique. Donc, si vous regardez l'image de gauche, le système lymphatique, dans le fond, c'est ce qui est représenté par les petites lignes vertes, ok, entre autres. Ok. Le système lymphatique, il faut le voir comme un système par lequel circule un liquide, puis dans ce cas-ci, c'est la lymphe. Donc, si on fait le comparatif, par exemple, entre le système lymphatique et le système cardio-circulatoire, dans le système cardio-circulatoire, donc, là, on a le cœur, c'est sûr, les artères, les veines, les artérioles, les vénules et les capillaires. Dans le système cardio-circulatoire, c'est vraiment une boucle. Okay? Donc, le sang passe par le cœur, s'en va vers les poumons, revient vers le cœur, puis va vers les organes, mais tout ça est en circulation continue. Tandis que dans le système lymphatique, tout est une espèce de cul-de-sac et c'est une circulation à sens unique. Donc, si on regarde par exemple l'image de droite, la circulation sanguine, donc on aurait par exemple, si on est au niveau du bras, du sang oxygéné, riche en nutriments qui arrive par l'artériole. Le sang se distribue dans les tissus à travers les capillaires et dans les capillaires, bon, il y a l'oxygène qui va quitter le sang, les nutriments, mais il y a aussi une certaine quantité de liquide okay, qui va former le liquide interstitiel, donc du liquide tissulaire. Éventuellement, bon, le sang va ensuite capter les déchets des tissus, donc le CO2, les déchets d'urée, etc., puis ça va être évacué par les vénules. Mais là, le système lymphatique, lui, son travail, c'est de récupérer une partie du liquide qui a été, disons, envoyé dans les tissus, dans le processus. Donc, on va récupérer ce liquide-là. Ultimement, il sera retourné à la circulation sanguine, mais l'intérêt ici, c'est de, oui, capter le liquide, mais si, à tout hasard, il y avait des micro-organismes ou des molécules étrangères qui se retrouvaient dans les tissus, eux aussi pourraient être captés par le système lymphatique. Et comme le système lymphatique est à sens unique, donc tout se dirige vers un seul endroit, et cet endroit-là, ben, ce sont les ganglions lymphatiques. Et dans les ganglions lymphatiques, on va retrouver plein de cellules immunitaires, on va retrouver certaines formes de tissus conjonctifs qui vont permettre de capter des cellules étrangères, des micro-organismes, un peu comme une toile d'araignée, vous voyez ça comme ça, là? Donc, ou un filtre. Donc, tout ce qui passe par là, toute la lymphe qui passe par là va être filtrée et on va capter les molécules étrangères ou les cellules problématiques et on pourra les traiter comme il se doit par la suite. Donc, dans un monde idéal, on va les éliminer. Donc, vous voyez, okay, je reviens à l'image de gauche, donc le système lymphatique, il est partout dans notre corps, donc on va jusqu'à la pointe des orteils, dans les bras et au niveau du tronc, et on va retrouver des ganglions lymphatiques un peu partout. Je vais vous montrer là, les principaux endroits dans quelques instants. Et juste pour revenir donc, sur l'anatomie comme telle du système lymphatique, donc regardez, il y a quand même une dichotomie importante là, en fonction du côté du corps où on se situe. Donc le côté droit, donc là imaginez que le bonhomme que vous voyez, là, il vous fait face. Donc sa droite à lui, elle est là. Donc ça, ce serait la droite du monsieur. Donc ce qui est en bleu, bleu pâle, c'est tout l'espace, okay, ou toute la région anatomique qui est drainée, donc que le système lymphatique draine. Donc, ce n'est pas la majorité du corps, ce n'est même pas la moitié du corps. Donc, c'est seulement une partie, on va dire presque un quart du corps humain. Donc, cette région-là va être drainée, dans le fond, par un vaisseau lymphatique qu'on appelle la grande veine lymphatique, donc qui est ici. Et elle va venir se jeter, okay, un peu comme un affluent d'un fleuve, là, dans la veine sous-clavière droite. Donc, le vaisseau sanguin bleu ici, c'est la veine sous-clavière droite. Donc, tout ce qui a été drainé par le système lymphatique de cette partie du corps-là va aller se jeter dans la veine sous-clavière. Mais chemin faisant, okay, on va avoir, dans le fond, la lymphe va avoir été filtrée par plusieurs ganglions lymphatiques. Donc, normalement, ce que l'on, je vais dire, rejette dans la circulation sanguine devrait être dépourvu là, de la plupart des micro-organismes. Mais si on regarde ce qui est drainé par le canal thoracique, donc le canal thoracique, c'est le plus gros vaisseau lymphatique que l'on voit ici. Donc,
les deux jambes, une grande partie du bassin, le bras gauche, okay, puis la moitié de la tête aussi. Donc la lymphe, encore une fois, va être filtrée par des ganglions lymphatiques, mais une grande partie va être dans le canal thoracique qui est ici, et le canal thoracique, lui, va aller déposer, rejeter la lymphe dans la veine subclavière gauche. Okay? Et là, par la suite, tout ça retourne à la circulation sanguine. Donc, si on regarde les organes lymphoïdes maintenant primaires, parce que bon, il y a des organes lymphoïdes primaires, puis il y a des organes lymphoïdes secondaires qui font partie de notre système lymphatique. Donc, les deux principaux, ou les deux organes lymphoïdes primaires, on parle de la moelle osseuse, okay? Donc de la moelle osseuse rouge dans ce cas-ci. Quand vous êtes bébé, la plupart des os vont avoir ou vont produire de la moelle osseuse rouge, à partir de laquelle on va fabriquer les cellules sanguines. Donc, les cellules sanguines, ça inclut les globules rouges, les plaquettes sanguines, qui en fond sont des débris cellulaires, et aussi les cellules lymphoïdes, le lymphocyte B, entre autres. Puis aussi, bon, toutes les cellules immunitaires de la réponse innée, on va voir c'est quoi plus tard. Donc, par exemple, les macrophages, neutrophiles, basophiles et eosinophiles. Donc, tout ça, toutes ces cellules-là sont produites à partir de la moelle osseuse rouge. Là, faire attention, ne pas mélanger moelle osseuse et moelle épinière. La moelle épinière, c'est l'endroit au niveau de votre colonne vertébrale là, par lequel passe l'information nerveuse. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Là. Moelle osseuse, ça sert à produire des cellules sanguines. Moelle épinière, c'est la circulation des influx nerveux. Là, j'ai dit quand on était enfant, la plupart de nos os en produisaient, mais plus on vieillit, ça va être plus au niveau des os plats qu'on va avoir ce qu'on appelle l'hématopoïèse, donc la production de cellules sanguines, donc au niveau du crâne, au niveau du sternum, au niveau de la hanche, au niveau de la scapula, donc ce sont au niveau des côtes, donc ce sont surtout ces os-là qui vont servir à produire les cellules sanguines, incluant les cellules immunitaires. Puis on a un organe, un tout petit organe, qu'on appelle le thymus. Vous le voyez en rouge là, sur l'image de droite. Dans ce cas-ci, okay, ça va vraiment être un organe important pour la production des cellules T. On va voir qu'il y a différents types de cellules T. Les cellules T font partie de la réponse immunitaire acquise, donc une réponse immunitaire que l'on développe suite à une infection. Donc ces cellules-là vont avoir plusieurs rôles et des rôles primordiaux à jouer au niveau de la réponse immunitaire. Le thymus, plus on vieillit, malheureusement, il va se remplir tranquillement pas vite de lipides. Donc, ça va faire en sorte que plus on est âgé, moins notre système immunitaire sera efficace. Donc, ça explique beaucoup pourquoi les personnes âgées sont plus vulnérables. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui explique pourquoi les personnes âgées sont plus vulnérables à des infections virales, bactériennes, etc. Parce que leur système immunitaire est de moins en moins efficace. Parmi les organes lymphoïdes secondaires, eh bien, il y a les nœuds lymphatiques ou ce qu'on appelle généralement les ganglions. Donc, vous les voyez sur l'image, là, ce sont les différents points que l'on voit. Donc, il y en a un peu partout dans le corps, mais il y a vraiment des endroits où on en retrouve plus. Vous allez remarquer qu'il y a une concentration plus forte près des aisselles, des concentrations plus fortes au niveau de l'aine, puis il y en a au niveau du tronc, puis au niveau du cou. D'accord? Donc, vous n'aurez pas beaucoup de nœuds lymphatiques là, dans la première partie de votre bras ou dans vos jambes. D'accord? Donc, dans le fond, les nœuds lymphatiques sont placés à des endroits stratégiques pour permettre la filtration de toute la lymphe qui a été captée dans les membres, par exemple, ou au niveau du tronc. D'ailleurs, les ganglions. Okay? Vous allez remarquer parfois, bon, quand vous avez une infection, vous allez dire « Oh my God, j'ai les ganglions enflés, j'ai de la misère à avaler. » Bien, à quelque part, on peut s'en réjouir de ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si les ganglions sont enflés, c'est parce qu'il y a une réponse immunitaire qui est en marche et ça veut dire que les cellules immunitaires se multiplient pour, disons, pallier à cette infection-là, donc pour répondre à l'infection. Donc, jusqu'à un certain point, même si c'est très désagréable, c'est un signe qu'il y a une réponse immunitaire qui se fait. Je vais attirer votre attention aussi sur la présence de nombreux ganglions au niveau des aisselles. C'est parfait qu'il y ait des ganglions nombreux là pour filtrer là, toute la lymphe qui arrive des bras. Cependant, si une personne développe un cancer du sein, le cancer du sein, donc, si les cellules deviennent métastasiques, donc si le cancer devient malin, une métastase, dans le fond, c'est une cellule qui se détache du cancer initial ou de la tumeur initiale, parce que le cancer, dans le fond, c'est le nom de la maladie, la tumeur, c'est le tissu.
Donc, s'il y a une cellule qui se détache de la tumeur initiale, elle va aller se loger ailleurs et le cancer peut se propager, peut se généraliser. Ce qui va arriver lorsqu'une femme a un cancer du sein, par exemple, si des cellules métastasiques se détachent de la tumeur initiale au niveau du sein, elles vont souvent être captées par le système lymphatique et elles vont être captées puis vont se loger dans les ganglions. Ce qui fait en sorte que des foyers secondaires du cancer peuvent se former à cet endroit-là. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, une femme devait subir l'ablation d'un ou des deux seins parce qu'elle a une tumeur, eh bien, il est fort possible qu'on aille aussi retirer certains des ganglions pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de ces cellules métastasiques dans les ganglions et que le cancer se poursuive même si on a retiré les tumeurs qui étaient présentes au niveau des seins. Donc, ces ganglions-là sont le fun, sont pratiques pour la filtration de la lymphe, mais en même temps, si des cellules tumorales s'y logent, bien, ça peut devenir un foyer secondaire pour le développement du cancer. Ensuite, un autre organe lymphoïde secondaire, on a la rate. La rate, c'est un petit organe un peu allongé qui est situé derrière l'estomac. Et son rôle, donc, en fait, un de ses rôles, ça va être de participer à la réponse immunitaire. On va y retrouver, entre autres, beaucoup de lymphocytes, particulièrement des lymphocytes B. On peut les appeler les cellules B aussi. Ce sont les cellules qui produisent les anticorps. On va y retrouver aussi beaucoup de macrophages. Et une autre fonction de la rate, c'est de nettoyer le sang des érythrocytes, donc globules rouges, et thrombocytes qui sont en mauvais état, qui sont détériorés. Donc, les thrombocytes, c'est le nom plus scientifique pour les plaquettes sanguines. Donc, la rate, c'est un rôle de filtration, d'élimination de cellules qui ne sont plus utiles ou qui sont en mauvais état, et aussi un lieu du développement des lymphocytes, entre autres des lymphocytes B. D'ailleurs, en biotech, quand on stimule une réponse immunitaire chez une souris, donc par exemple, on simule l'administration d'un vaccin, bien pour mesurer la réponse immunitaire, on va aller récupérer la rate et détecter la présence de cellules B ou de lymphocytes B qui produisent des anticorps contre la protéine que l'on a injectée à la souris. Donc, c'est vraiment un endroit où la réponse immunitaire se fait beaucoup. Ensuite, on a les amygdales, les tonsilles. Donc, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui ont subi l'ablation de leurs amygdales. Donc, si on fait par exemple des amygdalites à répétition, on peut finir par les retirer. Parce qu'à la base, les amygdales sont là pour créer des réponses immunitaires en fonction de ce qui nous rentre dans la bouche. Donc, on veut détecter les micro-organismes qui pourraient être présents. Donc, il va y avoir des réponses immunitaires qui vont se faire. Mais si les amygdales se remplissent de bactéries et qu'il y a des infections chroniques, eh bien à ce moment-là, on va avoir un problème et on peut se faire à l'idée puis les retirer tout simplement. On a quand même plein d'autres outils immunitaires. Donc, même si quelqu'un subit l'ablation de certaines de ses amygdales, le système immunitaire ne sera pas complètement à plat. Donc, on a plusieurs types d'amygdales, pharyngiennes, palatines et linguales. Puis, parfois, quand quelqu'un a une infection, on peut voir qu'il y a inflammation, elles vont être plus gonflées. L'autre tissu lymphoïde secondaire, ce sont les formations lymphatiques associées aux muqueuses. L'acronyme anglais, c'est les MALT. Donc, ce sont des régions où se concentrent des cellules immunitaires. On les appelle les plaques de Peyers. Donc, on a les plaques de Peyers, par exemple, ici. Puis, près des plaques de Peyers, on va souvent avoir ce qu'on appelle les cellules M. Les cellules M, ce sont des cellules particulières qui ont la capacité de capter des trucs qui circulent dans l'intestin et de présenter des antigènes à l'intérieur aux cellules immunitaires qui se trouvent dans la plaque de Peyers. Donc, par exemple, vous avez une cellule M, elle capte une bactérie qui circule dans l'intestin. Donc, elle va la prendre, elle va la présenter au système immunitaire et les cellules immunitaires vont développer une réponse mémoire. Donc, si éventuellement une de ces mêmes bactéries-là quittait l'intestin et entrait dans la circulation sanguine, par exemple, ou se logeait dans les tissus comme tel, eh bien, on pourrait l'éliminer plus facilement, plus efficacement. On a aussi des cellules dendritiques, les espèces de cellules comme celle-là qui ressemblent un petit peu à des araignées, qui ont la capacité, elles, de venir chercher un peu comme on le voit ici, d'aller à la pêche et de capter, de phagocyter des micro-organismes, des protéines étrangères, puis de favoriser le développement de réponses immunitaires contre ces molécules-là, contre ces protéines-là. Donc, il y a beaucoup d'actions, on s'entend, qui se passent au niveau du tube digestif, parce qu'avec tout ce que l'on mange, les bactéries qui s'y accumulent, etc., il faut que le système immunitaire soit aux aguets. Donc, c'est pour ça qu'on a plein de tissus spécialisés présents au niveau du tube digestif pour s'assurer que l'on capte
la plupart de ces micro-organismes-là. Aussi, quand les réponses immunitaires se font, donc au niveau des plaques de Peyer's et dans les régions proches de la muqueuse de l'intestin, on va avoir, activation des cellules T et activation aussi d'un certain type de lymphocytes B, donc les LB, puis des LB activés qui vont devenir ce qu'on appelle des plasmocytes. Et dans ce cas-ci, les plasmocytes, ce sont des cellules B activées qui produisent de grandes quantités d'anticorps. Et un des types d'anticorps que les cellules vont produire, surtout au niveau du système digestif, ce sont ce qu'on appelle les anticorps IgA. Facile à retenir, IgA au Québec, c'est un nom d'épicerie. Dans une épicerie, il y a de la bouffe. Donc, IgA sont sécrétés surtout au niveau de la muqueuse digestive, de la bouffe. Donc, il y a une espèce de lien facile qu'on peut faire. Vive le Québec. Si on était ailleurs dans le monde, je ne suis pas sûr que je pourrais faire la même comparaison. Donc, ces anticorps-là, IgA, dont la formation a été stimulée par les réponses immunitaires, par les cellules M ou par les cellules dendritiques, ou les cellules B elles-mêmes aussi. Donc, la cellule est stimulée par un antigène qui est présent dans l'intestin et on va produire des anticorps spécifiques pour cette bactérie-là. Donc, ça termine ce court chapitre d'introduction sur l'anatomie du système immunitaire, du système lymphatique. Dans les capsules qui suivront, on va voir la réponse immunitaire innée, la réponse immunitaire acquise. On va voir comment fonctionnent les vaccins et on verra aussi tous les problèmes liés au système immunitaire, donc les rejets de greffe, les maladies auto-immunes, les allergies, hypersensibilité, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. N'hésitez pas. Bonne fin de journée. Et oui, j'ai oublié de le dire, mon petit message habituel, n'oubliez pas de faire vos devoirs et vos lectures. Là, pour vrai, bonne fin de journée.